enchaîne avec la troisième, ça tombe bien, puisqu'il s'agit du Web 3 et du champ des possibles pour les médias. Donc j'accueille tout de suite Cathy Brême du pôle innovation France TV qui va animer cette table ronde, ainsi que ses invités. Gilles Fressigné, le directeur numérique d'Arte. Et après, Cathy, je te laisse annoncer tout simplement tes invités tranquillement. On va attendre que les gens partent et se réinstallent pour suivre donc cette troisième table ronde de l'après-midi ici à Média en Scène pour cette 5e édition. Voilà, un petit jeu de chaises musicales. Vous avez les micros, vous êtes bien installés. Vous avez besoin de ça? D'accord. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, merci de votre présence pour cette table ronde autour du Web 3 qu'on va donc essayer de décrypter en compagnie de Gilles Fressigné, directeur numérique d'Arte, de Alix de Goldschmidt, directrice adjointe de l'audio digital en charge du produit et de l'innovation à M6, de Violaine Degas, Chief Digital Officer au pôle Les Échos et Thématiques, et de Stéphane Arnoux, directeur Webedia 3. Donc on va lancer les slides et je vais voir si on m'a donné un clicker pour avancer les slides, mais je n'ai pas l'impression. Ah si, peut-être. Donc on parle de Web 3 dans cette table ronde, mais pas que de Web 3, puisque le Web 3 c'est cette nouvelle version d'Internet qui comprend à la fois cet écosystème de métavers, de Web 3, et des NFT que vous voyez donc ici à l'image. Je vais essayer l'autre. Il n'y en a aucun qui marche. Si, là, c'est bon. Ça marche. Parfait. Donc vous voyez ici une image un petit peu de cet écosystème très nébuleux dont on parle depuis des mois dans les différents médias. Donc, on y trouve à la fois des notions de désintermédiation, des technologies basées sur la blockchain. On y trouve aussi cette philosophie de décentralisation et de communauté. Et donc, la table ronde traitera à la fois du Web 3, du métavers, pour voir ce que les médias peuvent faire avec ces nouvelles technologies. Et pourquoi les médias doivent s'y intéresser? C'est parce que cette génération Z qui nous intéresse tant passe déjà 25% de son temps dans les mondes virtuels, donc dans le gaming. Pour eux, ces mondes virtuels, ce sont les nouveaux réseaux sociaux, ce sont les nouveaux centres commerciaux et c'est le nouveau cinéma. Donc forcément, nous, médias, on a tout intérêt à s'y intéresser si on veut encore les toucher, y compris avec cette nouvelle façon d'économie, d'échanger désormais des denrées digitales. Aujourd'hui, les éléments numériques ont en fait acquis des caractéristiques qu'on avait auparavant uniquement données aux objets physiques, comme la rareté par exemple, ou la propriété unique. Donc pourquoi on y va dans ces univers? C'est aussi pour co-créer, et les médias ont très très vite compris le potentiel d'engagement de ces univers et de cette nouvelle économie digitale, comme le groupe M6 par exemple avec Fun Radio et les passes NFT. On en parlera plus en détail bien évidemment autour de cette table ronde, comme Webedia avec jeuxvideo.com et des badges de récompense. Ou encore les Échos qui a lancé ses premiers NFT à l'occasion de Vivatech. On peut passer à la prochaine slide, je ne sais pas. Merci. Et surtout aussi Arte, qui s'est un petit peu moins lancé dans l'économie mercantile des NFT, mais qui a plus exploré l'univers immersif du métavers, comme avec cette expérience vidéo. On va à l'image avec un concert virtuel où on peut donc effectivement permettre à des gens de se retrouver ensemble dans un espace à plusieurs, ou encore avec ce projet très poétique de la prochaine vidéo qui est celui-ci, où on peut en fait lancer donc des scénarios dans un monde virtuel qui ont été auparavant peut-être
pas pu être réalisées dans le monde réel, voire même dans la fiction. Donc, l'un des sujets intéressants pour le métavers, c'est aussi donc, ces univers immersifs. Et c'est aussi le sport. Pour la prochaine vidéo, puisqu'on peut se lancer aussi dans des narrations autour du sport et des univers sportifs, comme on a déjà pu le faire ici même à Radio France avec cette expérience Demain le sport, avec donc des présentateurs virtuels qui peuvent permettre au public d'accéder à des endroits où ils ne peuvent pas accéder normalement dans la vraie vie, ou encore de partager des expériences qui sont réservées à un plus petit nombre, ou voire même donner accès au sport ou à des voyages à des personnes en situation de handicap. Donc on voit vraiment l'intérêt de ces nouveaux mondes. Donc est-ce qu'aujourd'hui, nous, médias, on doit être présents à la fois dans le Web 0, donc la télé linéaire, la radio linéaire ou encore la presse papier? Est-ce qu'on doit être en plus dans le Web 1, sur nos plateformes, dans le Web 2, sur les réseaux sociaux, et donc aujourd'hui sur le Web 3? Donc la question se pose aussi aujourd'hui, en plus en plein hiver de la crypto, comme vous avez vu voir dans les médias, dans l'actualité. Donc qu'est-ce que nous, médias, on fait dans le Web 3, et surtout déjà, quelle est votre définition du Web 3 en une phrase? Gilles Fraissinet. Voilà, en une phrase, bonjour. Pour moi, le Web 3 peut être la promesse d'un web décentralisé dans lequel les utilisateurs pourraient utiliser leurs données comme ils le souhaitent. Voilà, pour faire une phrase. Ouais, on se l'était dit, c'est vrai qu'on a tous un peu une définition commune, mais pour ajouter à cet aspect de décentralisation, on peut dire que si on passe du Web 1 où finalement on était juste lecteur, on n'avait pas un impact sur le Web. Le Web 2, on était un peu désintermédié parce qu'on pouvait accéder à davantage de contenu visuel, mais pas forcément pouvoir co-créer, voire posséder. Là où le Web 3, en fait, on lit, on écrit, on possède finalement des éléments de ce Web. Oui, le Web 3, c'est ce que les utilisateurs en feront, puisque c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont le pouvoir sur leurs données et sur leur identité numérique. Donc c'est à suivre parce qu'on va voir ce qu'ils vont en faire du Web 3. Bon, Catherine a parlé, difficile d'ajouter des choses. C'était peut-être que je pense qu'il y a un Internet de la valeur aussi qui est en train de se créer, mais justement pour nous, internautes, pour nous, utilisateurs. C'est-à-dire que la valeur, elle est plus concentrée forcément chez des grands groupes. C'est que chacun va pouvoir commencer aussi à bénéficier en fait, de toute une chaîne de valeur. On verra tout à l'heure, on en parlera probablement, mais qui est permise par justement la blockchain, l'existence des NFT, etc. Et cette propriété. Donc propriété et valeur, pour moi, vont de pair. Justement, autour de la question de valeur et de la création de valeur, donc M6 a lancé des NFT autour de Fun Radio. Alix de Goldschmidt, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et surtout nous dire quel est le moteur pour vous de vous lancer dans cette nouvelle technologie Web3? Oui, complètement. Donc c'est l'audio digital du groupe M6 qui a initié avec Fun Radio finalement la première expérimentation pour la radio d'un NFT. Donc avec Atlanticus que je vois au second rang, on a pensé finalement une billetterie un petit peu... une billetterie Web3, on va le dire comme ça, avec des NFT finalement qui proposaient aux acheteurs de ces NFT, d'une part, une place, que ce soit une place VIP ou un Lifetime Pass, donc un accès à vie à notre événement culte qui est la Fun Radio Ibiza Experience qu'on fait autour du printemps avec des DJ cultes et internationaux et en partenariat avec un gros club à Ibiza. Et donc finalement, ce NFT, c'est à la fois un accès à l'événement, donc ça vient finalement répondre aussi à un événement réel avec... du virtuel qui est à la fois une œuvre d'art, l'accès à finalement l'événement, mais aussi des utilités. Ça, c'est quelque chose de très important, d'avoir voulu créer des utilités associées à ce NFT pour en faire quelque chose d'original avec les possesseurs de ces NFT qui avaient leur nom au générique sur W9 lors de la diffusion de l'événement.
mais aussi un airdrop d'un POAP au moment de l'événement, ainsi que la possibilité d'accéder à une communauté. Et ça, c'est quelque chose qui vient répondre à l'aspect finalement marketing, communication de cette innovation et de cette exploration sur un nouveau modèle. On a vraiment voulu accompagner ces acheteurs dans une communauté. Donc, ils ont pu ensuite venir sur le char de la Technoparade avec nous, ils ont pu venir assister à des émissions. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur de créer une communauté de super fans de cet événement et de nos marques. Donc ça a été le premier NFT. Et ensuite, on a pu prolonger cette expérience avec la régie, où on a répliqué ce modèle-là en B2B, finalement. On a proposé 3 NFT lors d'un événement qui est les Tendances 2022, où on présente finalement les tendances à nos annonceurs. On a présenté le métavers, les NFT, et donc c'était un bon moyen de montrer à nos annonceurs ce que sont les NFT et comment on peut en récupérer et en avoir dans son wallet. Et donc voilà, on continue d'explorer. C'est beaucoup d'exploration et d'innovation sur ce nouveau terrain. Donc en tout cas, en plein cœur du système Web3, avec la notion de communauté qui est extrêmement importante. Donc j'imagine que pour vous, Stéphane Arnoux, votre titre implique déjà que Webedia embrasse pleinement le Web3, puisque vous êtes directeur Webedia 3. Donc pour vous, quel a été le début dans le Web3 et où vous voyez le plus de potentiel, peut-être en termes d'engagement de vos utilisateurs? Eh bien, les débuts, en fait, ils sont venus un peu par nos clients qui sont venus vers nous en nous demandant, bon, à un moment qui était un peu moins bien market qu'aujourd'hui, bien sûr, et c'est un moment où il y avait beaucoup de hype et il y avait commencé à y avoir pas mal de prises de position diverses et variées sur les sujets. Et Webedia, en tant que à la fois créateur de contenu, en tant que société de technologie et qui pilote effectivement un certain nombre de communautés, c'était évident qu'il fallait qu'on commence à regarder ce sujet-là. À l'intérieur de ça, il a fallu faire des choix, parce que bon, on a quand même beaucoup d'assets. Donc l'idée, c'était de trouver quelque chose qui soit de partir sur un proof of concept qui nous permettait, d'essayer de tâter un peu la sensibilité que peuvent avoir certaines de nos communautés avec le sujet, tout en essayant de leur apporter quelque chose de nouveau, en tout cas qui nous permettait d'apporter de la valeur, parce que je pense que si on n'apporte pas de valeur, les gens ne vont pas participer, ne vont pas rentrer dans ce qu'on va leur proposer. Et en ça, en fait, c'est là où on s'est positionné. On a choisi pas forcément l'asset le plus simple, mais de par le fait que c'est le NFT sont très challengés dans le milieu du gaming. On l'a vu à maintes reprises et certains éditeurs de manière beaucoup plus forte. Je parle d'éditeurs de jeux. Néanmoins, c'était en même temps chez nous l'asset le plus dans lequel on a une communauté qui communique le plus, qui est engagée, etc. Donc, en fait, on a créé ce qu'on appelle le JV Fan Contest. Et le JV Fan Contest, donc ça nous permettait on a monté toute une petite structure au sein sur JV qui permet en fait de scorer les meilleurs contributeurs du site. Donc en fait, l'idée il était double. C'était de remettre quelque chose qui était là il y a des années, qui avait été un peu laissé à l'abandon, c'est-à-dire le système de badge, de gamification à travers les badges. Donc c'était quelque chose qui est très demandé par les users. Et de créer des mécaniques qui permettent, nous, d'avoir ces scorings avec des leaderboards et qui répondent vraiment à l'ensemble des codes du gaming. Donc ça, c'est notre premier POC. Et il y avait un deuxième objectif sous-jacent à ça, c'était d'essayer de comprendre aussi les implications technologiques du Web3. Parce que Web3, blockchain, etc., quand on est, comme nous, un média ou du Web, non, pas Web 0, mais Web 1, Web 2, c'est quelque chose d'assez nouveau et ça permettait aussi de voir comment on avance. Est-ce qu'il y a des solutions marque blanche, comment on travaille ça, etc. Pour se rendre compte que, en tout cas par rapport à certains de nos besoins, on a avancé avec notre propre module qui va nous permettre de pouvoir faire nos airdrops NFT et voilà. Et en fait, technologiquement, ça nous a permis vraiment de progresser aussi sur ce sujet-là. Donc de là, en fait, ça c'est notre premier case, on va dire, qui rentre dans l'animation, la gamification et ce contest-là, en fait, c'est que le premier, parce qu'on a eu des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées, mais on est quand même 45 000 participants vraiment au contest, donc le chiffre est fort. Tous ne souhaitent pas avoir un reward NFT, etc., parce qu'on l'a décorrélé, c'était pas conditionnant. Et donc voilà. Donc pour nous, le sujet communauté et le sujet utilité, en fait, ça va être, je pense, une des grosses pierres angulaires
du travail à venir. Donc à la fois pour le continuer sur nos communautés gaming, mais également pour commencer à le travailler sur nos communautés cinéma, sur nos communautés food aussi. Et l'idée, c'est on a des gros drivers d'audience, nos sites, c'est des gros drivers d'audience, donc les gens viennent, consultent des informations, éventuellement accèdent à certains services, les sorties de films, etc., ce genre de choses. Donc ça, on a ce gros socle. On a un deuxième socle qui est fort, c'est-à-dire qu'on a aussi toutes nos marques qui sont disponibles dans le Web 2 au sein de l'ensemble des réseaux sociaux. Et on interagit avec nos communautés, mais à hauteur de ce que permettent les plateformes. C'est-à-dire que les limitations d'échange et d'interaction, elles sont dans le cadre des plateformes. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'avec cette partie Web 3, pour nos assets en tout cas, c'est de faire un peu le mix de tout ça, c'est-à-dire que redonner un peu de poids et plus de valeur à nos sites, en essayant de mieux gamifier et de mieux emmener nos communautés, de sorte qu'elles restent plus sur les sites, et qu'on remette une sorte un peu de loyalty en fait dans l'approche. Vous êtes vraiment encore aussi dans une phase d'apprentissage, et je pense que pour vous, Violaine Degas, pour les échos, c'est aussi cette notion d'éducation et de partage d'expérience en fait qui est importante. Et donc vous avez lancé vos NFT à l'occasion de Vivatech, et en plus vous avez créé une newsletter sur le Web3 justement pour un peu vulgariser le sujet au plus grand nombre, au plus grand public. Oui, tout à fait. En fait, on a profité de Vivatech en juin dernier pour créer vraiment un temps fort autour de cette thématique, donc qui était à la fois un temps fort éditorial avec le lancement de la newsletter Les Échos du Métaverse. Donc c'est une newsletter hebdomadaire par deux journalistes de la rédaction, Thomas Pontiroli et Samir, qui la font vraiment toutes les semaines. Elle est adressée à 35 000 inscrits. On a un très très bon taux d'ouverture, 55%. Donc ça montre qu'il y a un vrai intérêt, en tout cas au sein de nos lecteurs, sur cette thématique-là. Et puis on s'est dit qu'on ne pouvait pas se contenter en fait de délivrer de l'information sans avoir expérimenté nous-mêmes. Et donc on a lancé un drop de NFT, de 1000 NFT à Vivatech, des NFT gratuits, dont la promesse était de tout savoir sur les NFT. Voilà. C'était vraiment une promesse d'éducation et de pédagogie et d'aider nos lecteurs à ouvrir un wallet, à savoir configurer un wallet sur certaines cryptos, et puis à télécharger le NFT. Le NFT, en fait, promettait derrière des contenus éditoriaux, des tutoriaux. Et parmi les 1000 qu'on a droppés, en fait, il y en avait 100 qui étaient une version Gold, qui permettait d'assister à des conférences de rédaction et d'interagir avec nos journalistes. Et l'idée, c'était comme ça de commencer à échanger avec les lecteurs qui étaient intéressés par cette thématique, étaient rentrés dans cette mécanique entre la rédaction et ses lecteurs pour mieux comprendre aussi leurs attentes, leur niveau de maturité par rapport au sujet, leurs questions, etc. Ce qui, après tout, est le devoir d'un média, je crois, d'informer. Voilà. Qu'est-ce qu'on retire de cette opération ? Alors, on voit qu'il y a un vrai intérêt, une curiosité très forte autour de la thématique, et je pense que c'est normal parce que ça touche beaucoup de secteurs. Nous, on est un média qui est quand même assez ancré dans les pratiques professionnelles, et voilà, cette thématique, elle vient aussi bouleverser pas mal de choses d'un point de vue professionnel. Après, quand on passe à la pratique, c'est-à-dire télécharger un NFT en polygone sur un wallet MetaMask, c'est moins évident. Ouais, c'est moins évident. Donc les travaux pratiques sont plus compliqués, en tout cas quand on parle d'une cible large, parce que les cibles qui maîtrisent bien tout ça, en fait, c'est surtout des gens qui sont proches du milieu des cryptos ou très proches juste du milieu du Web 3. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment un parcours utilisateur qui n'est pas simple non plus à rendre fluide pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. Après, nous, ça nous a aussi appris beaucoup de choses, justement, sur comment monter ce type de parcours utilisateur, quelle technologie adopter et comment on s'équipe pour faire ce type d'opération ou de drop. Ça nous a appris beaucoup de choses aussi au niveau légal, parce que même si nos NFT étaient gratuits, ils peuvent être vendus sur le marché secondaire. Donc, du coup, il a fallu qu'on fasse des smart contracts. Et ça nous a appris pas mal de choses aussi au niveau financier, parce que quand on est une entreprise, on n'a pas le droit d'enregistrer des cryptos dans ses comptes.
Donc voilà, il y a tout un tas d'intermédiaires et de partenaires qu'il a fallu mettre en place pour juste cette petite opération. Donc tout ça, c'était beaucoup d'éducation pour nous-mêmes en fait, et pour l'interne, hein, le service juridique, le service financier, la rédaction, etc. Et l'équipe numérique bien sûr. Donc c'est plutôt un bilan très positif en termes d'apprentissage. Après la question c'est un peu qu'est-ce qu'on fait demain avec ces gens qu'on a identifiés comme étant intéressés par la thématique. En effet, donc c'est vraiment des premières expériences intéressantes et surtout aussi avec cette notion de NFT gratuit, puisqu'on n'est pas forcément toujours dans cette course très mercantile au cours de la création de valeur monétaire, surtout pour nous médias et en plus pour des médias de service public comme Arte et nous. Donc Gilles Fraissinet, pour l'instant, Arte se lance pas tellement encore dans les NFT, mais se concentre surtout sur la partie immersive de cette nouvelle version d'Internet. Pour vous, est-ce que dans ces univers, le rapport avec nos publics change et quelle est vraiment la valeur que vous créez avec ces contenus ? Oui, alors si on parle de la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure, l'idée d'être présent dans des mondes virtuels, alors que ce soit Facebook ou Meta Horizon World ou d'autres lieux, est pour nous une manière, un double objectif. Le premier, c'est en tant que plateforme culturelle européenne, c'est d'être présent et de rapprocher justement les Européens à travers les moyens que le numérique propose. Évidemment, on est une chaîne de télévision historiquement, mais le numérique nous a permis, avec le Web 2, les réseaux sociaux notamment, de nous adresser et d'échanger avec les publics et de faire aussi en sorte que les publics échangent entre eux, autour de thématiques, autour de documentaires d'Arte, autour de programmes musicaux, par exemple. Le deuxième aspect, et c'est le but de notre présence et de ce test-là qu'on a fait en février dernier, avec l'artiste Timothée Joly, une production en fait d'un concert dans Meta Horizon World pour essayer d'éprouver ce lieu-là, de comprendre ce qu'on peut y faire et surtout de comprendre comment la captation de concerts peut avoir une nouvelle existence dans un monde virtuel. Alors vous avez peut-être tous entendu parler du concert de Travis Scott qui a eu lieu pendant le confinement sur Fortnite, qui a attiré quelques millions d'utilisateurs, et on se rend bien compte que ces univers immersifs, on coproduit des programmes en réalité virtuelle depuis une dizaine d'années, on édite des jeux vidéo depuis aussi une dizaine d'années. On se rend compte que ces mondes-là se croisent entre le jeu vidéo, entre les réseaux sociaux, entre les mondes immersifs. Et ce qu'on essaie de comprendre à travers ce test-là, notamment avec Timothée Joly, c'est de voir comment on peut peut-être renouveler ou proposer autre chose que de la captation de concerts tel qu'on peut le retrouver sur les différentes plateformes, mêler le réel et le virtuel, faire en sorte aussi que des personnes qui sont à l'autre bout du monde puissent assister à un concert de la même façon que s'ils étaient présents à tel ou tel festival. Donc c'est pour nous un moyen de rapprocher les publics, de rapprocher aussi les artistes de leur public, de leurs audiences. Ça, c'est vraiment très important, cette proximité-là que nous offre le numérique. C'est important pour nous, médias publics. C'est ce qui fait cette cohésion-là, c'est ce qui fait notre vocation de médias, et au niveau européen encore plus quand on est Arte. Et le dernier aspect, et je finirai par celui-là qui est important, c'est que sur ces plateformes-là, qui sont souvent développées en Amérique du Nord, parfois en Asie, je pense aux casques de réalité virtuelle qui sont aussi développés par Samsung, par HTC, dans des entreprises asiatiques. C'est pas uniquement Oculus ou Apple. Dans ces univers-là, les constructeurs de casques ont besoin de contenu, donc développent énormément de contenu. S'il n'y a pas d'initiative française, européenne pour développer des contenus spécifiques, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas si on se promènera tous avec des casques, peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais si on ne comprend pas quelle est la grammaire et la façon de raconter des histoires et d'être présent aussi avec une narration, avec un point de vue français, européen, en créant un imaginaire collectif européen, on risque aussi de passer à côté de ce qui peut être considéré comme du software, ou en tout cas l'affirmation d'un point de vue français et européen et l'accès qu'on peut donner à des créateurs à ces types de plateformes qui peuvent être considérées comme des médias aussi. Donc pour vous, la question de la souveraineté, elle se résout plutôt du côté des contenus qu'on met toujours sur les plateformes américaines et non pas sur l'idée d'un métavers d'une plateforme française européenne. En tout cas, aujourd'hui, nous, en tant que médias, coproducteurs de contenu, c'est la solution qu'on peut apporter à cette question-là. Et c'est là où on est expert, en tout cas.
Parfait. Donc, on vient de voir le lancement de la NFT Factory, par exemple, aussi en France. Donc, il y a vraiment un réel écosystème autour du Web3, autour à la fois de la création de contenu immersif et des cryptos. Justement, vous en avez déjà parlé un petit peu de la création de valeur, Alix de Goldschmidt, mais vraiment comment on peut réellement sortir de cette idée un peu de je possède quelque chose et vraiment créer de la valeur avec le Web3. Oui, on l'a un petit peu dit dans l'exemple qu'on citait tout à l'heure entre Fun Radio et Atlanticus. L'objectif, c'est vraiment de créer cette communauté, donc de faire ce qu'on fait le mieux en tant que média, c'est-à-dire aller chercher la cible jeune, créer ces communautés, mettre en avant nos IP, nos marques, nos événements dans cet écosystème-là. Nous, très honnêtement, certes, les 10 NFT ont été sold out, ils étaient vendus, donc il y avait un aspect marchand. Mais au final, c'était ce que coûtait la place plus l'œuvre d'art, finalement. Donc, l'objectif, c'était davantage de faire du marketing, de faire de l'innovation, d'aller explorer et de créer de la valeur pour nos utilisateurs. Je l'ai un petit peu dit, et je pense que dans l'exemple de jeux vidéo, l'aspect de fidélisation avec des badges, de promouvoir finalement des super users, je pense, se retrouve beaucoup dans le Web3, où finalement l'utilisateur va pouvoir posséder, voire même demain co-créer. On le voit avec d'autres exemples de médias où les utilisateurs peuvent donner leur avis, participer à la création de lignes éditoriales. Je pense qu'on ira vers ça petit à petit. Et enfin, je pense qu'en tant que média, on reste malgré tout un intermédiaire. Donc, si on remonte un peu la chaîne de valeur du Web3, je pense qu'on doit continuer d'être immersif, d'être partout avec nos marques et d'aller chercher les utilisateurs là où ils sont. Cathy, vous citiez tout à l'heure la Gen Z qui était très gaming, très finalement très connaisseuse des métavers et très intuitive avec ces nouveaux écosystèmes. Donc je pense que c'est important de les comprendre et d'interagir avec cette cible là où elle se trouve. Et même au-delà de l'interaction, vraiment les faire part active de la création, en fait, par des co-créations de contenu. De NFT, pourquoi pas aussi. Totalement, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager et qu'on a en tête dans la prolongation et dans les prochaines étapes de création de NFT dans le groupe ou même dans des nouveaux écosystèmes tels que les métavers. On se dit que les personnes pourront peut-être davantage interagir aussi avec nos personnalités, avec nos marques. Là où aujourd'hui, c'est vrai que quand elles regardent la télévision ou qu'elles écoutent la radio, elles sont en face d'un média, elles écoutent et finalement, elles ont très peu d'interaction possible avec celui-ci en direct. Et donc Stéphane Arnoux, est-ce que vous travaillez par exemple avec des structures comme la NFT Factory? Est-ce que vous pensez que c'est pour vous quelque chose qui peut être intéressant, comme on a cet écosystème français qui est quand même assez développé? Est-ce que c'est une aide pour les médias qui se lancent dans le Web3? Alors, à ce jour, non, on ne travaille pas avec la NFT Factory, en tout cas, ou avec ses créateurs. Je pense que c'est des initiatives qui ont du sens, qui permettent de c'est comme tout, c'est un peu comme Webedia 3, ça permet d'être identifié en interne. Je pense que le plus, on a un certain nombre d'institutions qui vont représenter certaines parties de l'univers Web3 ou crypto, etc. On peut parler de la DAN aussi, hein, qui fait un très gros travail par ailleurs. Donc tout ça aide à être crédible, à avoir aussi des discussions fortes aussi avec le gouvernement, parce que je pense que quand on parle de tout ça, c'est important qu'un secteur aussi jeune et aussi entre guillemets un peu obscur et qui malheureusement a à la fois une réputation ultra sulfureuse sur une technologie qui est ultra prometteuse. Donc il faut pouvoir trier vraiment le grain de livret là-dedans et donc ces institutions et ces mobilisations-là, elles ont du sens. L'autre point que j'aurais quand même souligné aussi, parce qu'on parle d'un peu de souveraineté ou en tout cas de dynamisme de la France dans le Web3, ce qui est intéressant, je trouve que probablement par rapport à il y a de ça même 10 ans, 15 ans, etc., aujourd'hui on a des acteurs qui se posent plus trop de questions. C'est-à-dire quand on dit avant c'était c'est les États-Unis qui raflaient la mise, etc. Aujourd'hui on a des acteurs qui ont des convictions, qui ont un réflexe beaucoup plus start-up, qui n'ont pas peur de se lancer et dans ça effectivement, alors ça veut tout dire et rien dire, mais on a un nombre de licornes comme jamais on en a eu aujourd'hui, notamment au sein de l'univers Web3. On peut prendre l'exemple de Sorare s'est lancé, là, ça fait plusieurs années qu'ils développent leurs produits, le projet, etc. Là, il y a une discussion sur le fait quel est son positionnement, est-ce que c'est un site de Paris ou pas, mais il n'a pas attendu de savoir qu'est-ce qu'on va définir.
On lance, on avance, on prend, et après on gère les problèmes un par un. Mais au moins, on ne perd pas 3-4 ans à se savoir si légalement, où est-ce qu'on va après ajuster les choses. Et des entrepreneurs comme ça, ça se souligne. Et je trouve que au niveau France, au niveau du gouvernement, et au niveau des structures d'accompagnement, c'est important en fait, qu'on aide, la BPI aide, qu'il y ait des acteurs comme ça qui soient là pour aider en fait, à faire émerger un peu tout ça. Voilà, donc en France, on a à la fois les structures qui nous aident, on a à la fois les médias qui testent et qui apprennent, qui partagent leurs expériences et qui nous aident aussi à comprendre ces univers à travers les newsletters. Est-ce que vous voulez ajouter encore un dernier mot avant de passer aux questions du public pour laisser un petit peu de temps d'échange aussi avec le public? Question. Alors, est-ce qu'il y a des questions du public? C'était tellement clair, toutes les explications, c'est parfait. Ah, il y a une question. Je ne sais pas s'il y a un micro. Mettez en scène la suite avant d'évoquer le climat et la culture scientifique des journalistes. Alors ma question, c'est un petit peu, j'entends toute la période test, etc. Et par rapport à l'actualité du moment, qui est quand même le scandale de FTX, quel peut être l'angle, le positionnement pour montrer qu'on continue d'apporter de la valeur malgré un scandale qui n'est pas forcément corrélé, on peut le comprendre et tout, mais quel est votre angle et votre positionnement par rapport à cet effondrement? Déjà, alors, je pense qu'il y a un point important, enfin, moi qui me tient vraiment à cœur, c'est que malheureusement en fait, c'est qu'on dissocie pas suffisamment les choses entre la technologie, les NFT et le marché crypto de l'autre. Je pense que c'est vraiment deux choses, alors certes qui ont un socle technologique commun, mais qui n'ont pas des objectifs, pas forcément les mêmes objectifs. Donc effectivement, si on remonte l'année des scandales, donc il y a FTX qui est juste n'importe quoi. Ce que ça illustre en tout cas, c'est qu'il y a ça illustre le besoin de régulation, ça c'est un fait, de plus de contrôle, effectivement. Bon, je pense que la SEC a compris et qu'ils vont renforcer un certain nombre de choses là-dessus. Qu'il y a des choses en finance traditionnelle qui ne seraient même pas possibles à travers FTX. Donc FTX, c'est une grosse arnaque. Malheureusement, ça éclabousse, effectivement, ça éclabousse beaucoup le marché. Comme il y a eu le marché des profile pictures NFT qui reprenaient des collections, où en gros 80% c'était ce qu'on appelait des rugs, c'était des personnes qui montaient des collections. 10 jours après, ils vendaient tout, sold out, ils partaient avec la valise et c'était terminé. Donc c'est ces choses-là, en fait, alors d'un côté, ça permet d'en parler, donc c'est comme tout, de la bonne ou de la mauvaise communication, mais au moins on en parle. Et d'un autre côté, ça permet justement de se poser les bonnes questions. Et je pense qu'on l'a quand même bien souligné ici, c'est que la notion d'expérience, la notion d'utilité et la notion de renforcer le travail avec les communautés, c'est quand même c'est une des lignes directrices qu'on est en train de prendre et que permet cette technologie qu'on apprivoise de mieux en mieux. Et on a un avantage dans le Web 3 par rapport au Web 2. On se pose des questions en amont cette fois-ci, un tout petit peu en tout cas. Dans le Web 2, on a attendu quand même une dizaine d'années avant de comprendre le modèle économique des réseaux sociaux. Et cette fois-ci, même la réglementation européenne se pose la question sur à la fois les cryptos, notamment aussi dans un intérêt de récupérer des impôts, mais aussi dans un intérêt de protéger les utilisateurs. Et je pense que Violaine et Stéphane l'ont dit un peu plus tôt, notre rôle en tant que média, c'est aussi d'informer, d'éduquer. Donc je pense que c'est à nous aussi de parler de ces sujets, de l'expliquer autant que faire se peut dans nos médias qui sont relativement grand public et avec un accès à tous les Français. On peut facilement leur expliquer ces nouvelles technologies, ces modèles qui finalement, comme vous le disiez aussi Cathy, permet finalement d'apprendre et de bien expliquer aux Français comment s'en emparer et quel modèle aussi pour nous, médias, développer. Et puis je pense qu'en tant qu'acteur d'une industrie, et c'est le cas pour un média, mais ça pourrait être le cas pour n'importe quelle autre industrie, c'est intéressant de voir ce que cette nouvelle évolution d'Internet peut changer. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup de questions, mais c'est bien d'avoir le temps de se poser des questions. Là, on a beaucoup parlé de communauté, mais
ce que permet le Web 3, c'est aussi de la traçabilité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire contre les fake news? Est-ce qu'on peut associer un média, un article à des métadonnées et pouvoir donner accès aux utilisateurs en toute transparence à quand est-ce que cet article a été créé, où est-ce qu'il a été écrit, etc. Un média, c'est de la pub, et on a pas mal de manque de transparence parfois sur les aspects publicitaires. Donc, est-ce que le Web 3, ça peut pas servir aussi à mieux tracer, à mieux comprendre la chaîne programmatique notamment? Enfin voilà, il y a plein de choses dans notre modèle économique qui peuvent être repensées, ou en tout cas, c'est le moment de s'interroger à ça par rapport au Web 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gilles, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'était très clair. Merci. Merci beaucoup pour... Ah, une question suivante. Alors, vous avez parlé NFT blockchain, et moi, j'aimerais bien entendre quelque chose autour de tout ce qui est DAO. Voilà. Est-ce que c'est des choses qui vous interrogent dans vos structures aujourd'hui, ou finalement, c'est très très loin? Donc, les DAO, c'est les organisations décentralisées que permettent la blockchain en termes d'organisation du travail. Ça peut être éventuellement les entreprises de demain. Voilà. Bah oui, ça fait vraiment partie pour moi du Web 3. Hein. C'est un autre type de gouvernance. Et c'est aussi à cet égard que tout à l'heure je disais que le Web 3, ce sera ce que les utilisateurs en feront, puisque le principe même, c'est qu'on rend du pouvoir aux utilisateurs sur le contrôle de leurs données, leur identité numérique, mais aussi un pouvoir de décision. Je pense qu'on a eu un exemple en France qui était intéressant, c'est ce qu'a fait 20 minutes, hein, en lançant des NFT et en créant un journal avec une communauté sur Discord et en déléguant une partie des décisions éditoriales, ou en tout cas des échanges avec des journalistes avec cette communauté. Donc oui, c'est des modèles qui forcément nous interpellent et qui nous interrogent, et c'est aussi ça l'intérêt du Web 3, je pense. Ouais, je pense que l'exemple de 20 minutes était très intéressant. J'ai lu que l'humanité allait aussi proposer ce type de modèle. Donc on voit que les médias qui trouvent un vrai use case avec une valeur ajoutée s'emparent de ce modèle-là. Donc je pense que c'est important de ne pas se dire je lance une DAO pour cocher une case et me dire je lance une DAO pour lancer une DAO. Une DAO, ça demande la manière de communiquer avec ces personnes. Donc 20 minutes, le bon exemple, c'est qu'ils sont à la fois sur Discord, sur Twitch. Ils remontent finalement toutes les remontées de ceux qui ont acheté leur machine à écrire digitale. Donc on voit que ça demande une vraie organisation, une équipe. Et donc je pense qu'avant de créer ces DAO et créer ces organisations qui vont permettre de les construire, il faut vraiment se poser la question du modèle du Web3. Et justement, c'est ce à quoi on a essayé de répondre, comment le média se place sur la chaîne de valeur et comment il peut apporter de la valeur. Donc oui, je pense que c'est un super modèle quand le cas d'usage ajoute de la valeur et permet de donner un peu plus de pouvoir et de possession dans la co-création avec nos utilisateurs. Il y en a même vu des exemples dans le cinéma avec des films qui se financent en NFT en amont, et avec donc les différents utilisateurs, les différents auditeurs qui deviennent coproducteurs d'un contenu en fait. Donc on va dans le step Web 3 du crowdfunding, où on crée une réelle communauté autour d'un contenu et qui crée donc ensemble de la valeur. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Cathy.